on va passer maintenant à une nouvelle conférencière, Madame Claire Demarche, qui a aussi un parcours atypique. Elle a commencé sa carrière dans l'industrie, elle a passé une dizaine d'années dans l'industrie, dans les domaines liés bien entendu à l'alimentation. Puis elle a décidé que ce qu'elle avait envie de faire, c'était de la recherche. Et donc elle a décidé de passer une thèse, puis de partir faire un postdoc dans un labo aux États-Unis, puis ensuite de présenter le concours d'entrée au CNRS, qu'elle a réussi. Et donc elle est maintenant au CNRS, elle est chargée de recherche. Elle est affectée au laboratoire des substances naturelles à GIF, que tout le monde connaît. Et il faut souligner quand même dans son CV, c'est que c'est l'année dernière, ou il y a 2 ans, elle a reçu le prix, le fameux prix qui est décerné aux femmes scientifiques, qui est le prix Irène Joliot-Curie du ministère de la Recherche. Voilà, à vous. Et elle va nous parler, c'est ça que j'étais en train d'oublier de vous dire, le sujet de sa présentation, les secrets de l'olfaction, voyage au cœur du sens de l'odorat. Merci beaucoup. Donc, cette présentation, en fait, elle répond un peu à tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On parle beaucoup d'odeur, on a beaucoup parlé de texture, de perception, et la question auquel je vais essayer de répondre, c'est comment on perçoit les odeurs. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une odeur ? Donc, on a 5 sens qu'on utilise pour interagir avec notre environnement. Et parmi ces 5 sens, il y en a 2 qui sont particuliers, c'est l'olfaction et le goût, parce que ce sont les seuls sens qui vous permettent d'interagir avec votre environnement chimique. Donc l'olfaction vous sert à sentir des molécules volatiles et le goût des molécules dans les aliments. Donc c'est pour ça que je suis là ici, c'est parce que ce sont des sens chimiques, donc on va parler un petit peu de chimie en parlant de l'olfaction. Alors, je vais faire un tout petit peu de définition pour être sûr qu'on parle de la même chose, parce qu'il y a pas mal de confusion entre les termes olfaction, goût et ce qu'on appelle flaveur. Donc, le goût, c'est ce que vous percevez sur la langue, et c'est uniquement ces saveurs, donc c'est sucré, salé, acide, amer et umami. Umami, si les personnes ne connaissent pas, c'est le goût du monoglutamate de sodium, donc c'est une saveur qu'on retrouve beaucoup dans la nourriture asiatique. Et c'est tout. Voilà, c'est tout ce que vous sentez dans votre bouche. Tout le reste va être dans la cavité nasale. Donc il y a une voie pour les molécules odorantes dans votre bouche pour passer derrière et aller dans votre cavité nasale. Vous pouvez voir que ce courant d'air a lieu quand vous déglutissez. Si vous mettez votre doigt sous votre nez et que vous déglutissez, vous sentirez qu'il y a un petit flux d'air qui sort de votre nez. C'est ce courant-là qui passe et qui amène les molécules odorantes dans votre cavité nasale. Donc, si je résume, si on consomme une petite galette bretonne, ce que vous sentirez sur la langue, c'est uniquement du sucré, peut-être un petit peu de salé, et tout le reste, ce sera dans votre cavité nasale. C'est pour ça que votre vie est triste olfactivement quand vous êtes malade, c'est parce que cette voie-là est coupée, et du coup, vous ne sentez peut-être que les saveurs, et vous n'avez plus du tout de perception de tous les arômes de caramel, de vanille, de céréales, de beurre, que vous pouvez ressentir lors de la dégustation. Et l'ensemble de l'olfaction et le goût, c'est ce qu'on appelle la flaveur. Ok, donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce que c'est une molécule odorante. Une molécule odorante, il n'y a pas beaucoup de définitions. Nous, on peut dire qu'on peut sentir entre 10 000 et 1 trillion d'odeurs. Le nombre est entre ces 2 chiffres-là. On ne sait pas exactement quel est le chiffre exact. Une molécule odorante, ça peut avoir plusieurs arrangements. Le seul critère, c'est qu'elle soit volatile, mais c'est à peu près tout. Donc il peut y avoir plusieurs types d'hétéroatomes, des soufres, des oxygènes, des azotes. Il peut y avoir des cycles, des chaînes linéaires. Il n'y a pas beaucoup de règles concernant ces aspects. Et chaque molécule odorante a sa propre odeur. Donc, par exemple, cette molécule-là, moi je dis qu'elle sent le poil de chèvre. Pour moi, elle sent vraiment le poil de chèvre, toute seule. Cette molécule-là sent le caramel. Et en tant que chimiste, la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut prédire l'odeur d'une molécule seulement basée sur sa structure chimique ? Donc on va jouer un petit peu avec ça et on va regarder si c'est possible. Peut-être qu'il y a des exemples que vous auriez déjà vus dans la journée et je m'en excuse par avance. Et c'est le cas du premier, qui est la molécule de vanilline. Donc c'est une molécule naturelle. Si vous avez des petits cristaux blancs sur les gousses de vanille, c'est 98% cette molécule, très typique de l'odeur de vanille. Et vous avez cette molécule créée par l'humain, où il y a un carbone en plus sur cette zone-là, donc on voit très bien la différence. Et cette molécule-là, qu'est-ce qu'elle sent ?
elle sent la vanille, mais elle est 10 fois plus puissante. Donc c'est ce qu'on appelle la vanille de synthèse, c'est la vanille qu'on peut retrouver dans beaucoup de produits alimentaires, hein, le sucre vanillé, etc. Mais là, on voit qu'on a modifié la structure de la molécule et que ça n'a pas eu vraiment d'impact sur son odeur, c'est juste une molécule qui sent 10 fois plus fort. Mon prochain exemple, c'est cette molécule qui n'a pas une odeur très agréable. C'est une odeur qu'on caractérise d'excréments, animal, surtout à forte concentration. C'est vraiment pas très sympa. Et on a cette molécule où on a juste substitué l'atome. Au lieu d'un atome d'azote, on a mis un atome d'oxygène, c'est tout. Et cette molécule, elle sent le café. Donc là, on voit qu'en changeant un tout petit peu la formule brute d'une molécule, on peut avoir des odeurs complètement différentes. On a ensuite cette molécule qui est une molécule qui sent les fruits, et cette molécule qui est son énantiomère. Donc l'énantiomère, on a vu ce matin, c'est l'image dans un miroir, donc c'est comme votre main gauche et votre main droite, c'est exactement la même formule chimique, sauf que vous voyez sur cet atome, là c'est un hydrogène, là c'est un carbone, et là c'est inversé. C'est la seule différence. Et cette molécule sent le fromage. Donc là, il y a un gros problème. Disons qu'au niveau du chimiste, on doit être extrêmement précis. Hein. On ne peut pas seulement prendre une molécule et ne pas se permettre de ne pas considérer les énantiomères. Parce que, admettons qu'on veut faire un yaourt aux fruits et que vous vous retrouvez avec cette molécule-là, vous allez être assez perturbé. Donc là, on peut se dire qu'on peut abandonner parce que rien que l'arrangement dans l'espace des atomes fait que deux molécules peuvent avoir des odeurs très très différentes. Et on va passer au dernier exemple, qui est cette molécule qu'on appelle un macromusc. Donc c'est une molécule qui sent le musc. C'est une des plus grosses molécules volatiles. Et on a cette molécule, sa découverte était un peu rigolote. Donc en général, le chimiste, ce qu'il fait, c'est que quand il a une molécule, il va essayer de la modifier un petit peu pour obtenir des propriétés similaires mais plus puissantes. Et là, c'était un chimiste qui essayait de faire des explosifs très très puissants. Donc cette molécule, c'est un dérivé de la trinitrotoluène, la TNT. Donc il y a juste eu un changement ici. Et ce chimiste qui pensait être célèbre pour créer des explosifs très très puissants, en fait, a créé cette molécule et son laboratoire a embaumé le musc. Donc ce chimiste est connu dans le domaine de la parfumerie aujourd'hui pour avoir trouvé la famille des nitromusques. Bon, il se trouve que ce composé est toxique, hein, donc vous ne l'avez pas dans vos parfums, donc peut-être qu'à l'utilisation, il a effectivement blessé des gens, mais disons que ça a été très très intéressant pour nous de voir que deux molécules qui étaient complètement différentes pouvaient avoir la même odeur. Vous voyez bien à quel point on est perdu en tant que chimiste face aux molécules odorantes. On ne peut pas se contenter de regarder une molécule et de dire à quoi elle va sentir. Je vais juste faire une toute petite note pour dire que l'année dernière, le premier modèle de machine learning d'intelligence artificielle a été publié et exploité aujourd'hui, qui est capable de prédire l'odeur d'une molécule. Donc l'intelligence artificielle sait le faire. Nous, seulement avec notre œil d'être humain et de chimiste, nous n'en sommes pas capables. C'est là où on va essayer de comprendre un peu pourquoi ça c'est possible en regardant comment on perçoit les odeurs. Et mon talk s'appelle « Voyage au sens de l'odorat » parce qu'on va voyager avec une molécule odorante. Donc on va suivre une molécule odorante à son entrée dans notre nez. Donc on suit cette molécule odorante qui est là dans votre nez, hein, donc c'est les poils qui sont dans votre narine qui protègent votre cavité nasale qui se situe juste ici. Oups, excusez-moi. Bon, c'est reparti. Hop là. Donc, c'est une molécule odorante qui rentre dans votre nez. Donc, c'est les poils de votre narine. Là, on est dans la cavité nasale. C'est un espace qui est ici, juste derrière vos yeux, juste en dessous de votre boîte crânienne, qui est couvert de mucus. C'est ce qui coule de votre nez quand vous êtes malade et c'est ce qui empêche la muqueuse de sécher. Les molécules odorantes vont se dissoudre dans ce mucus. Il y a plusieurs protéines, des lipocalines, des enzymes qui peuvent peut-être modifier les molécules odorantes avant qu'elles interagissent avec votre système ou après pour les dégrader. Et il y a vos neurones olfactifs, qui sont vos seuls neurones qui sont exposés à l'extérieur, qui projettent les cils dans ce mucus olfactif pour capter les molécules odorantes. Donc là, on va aller à la membrane du neurone. À la membrane, il y a plein de types de protéines différentes. Et il y a une protéine ici qu'on appelle les récepteurs olfactifs. Et vous verrez que c'est la protéine qui interagit avec les molécules odorantes et qui vous permettent de sentir les odeurs.
Donc cette protéine, elle va enclencher une voie de signalisation cellulaire. L'important qui est compréhensible, c'est que ça ouvre un premier canal ionique qui va laisser passer des charges positives à l'intérieur du neurone, qui va ouvrir un deuxième canal ionique qui va laisser passer des charges négatives à l'extérieur, et ça crée un courant électrique. Donc c'est une réponse de neurone. On va suivre l'axone du neurone, donc là c'est votre épithélium olfactif, ça c'est les cellules qui sont attaquées lors du Covid et qui font que les gens ont perdu l'olfaction. Là, c'est l'os de la boîte crânienne, et là, on est dans le cerveau. Et dans le cerveau, vous avez une zone spécifique pour le premier process de la perception des odeurs. Voilà. Donc, les récepteurs olfactifs, on en a 400 chez l'humain, et on les utilise dans ce qu'on appelle un code combinatoire. C'est-à-dire qu'une molécule odorante va activer un code de récepteur olfactif, une autre molécule odorante va activer un autre code de récepteur olfactif, et c'est pour ça qu'elles auront 2 odeurs différentes. Donc chaque code de récepteur olfactif code pour une odeur. Ces récepteurs olfactifs, on ne les connaît pas très bien en science. Pourquoi? Parce que leur découverte des gènes qui codent pour les récepteurs olfactifs, donc ce qui dans votre ADN code pour votre perception des odeurs, a été découvert en 1991. En 1991, moi j'étais personnellement née, je marchais. Donc c'était hier, et ça veut dire aussi qu'on a été sur la... ils ont eu le prix Nobel en 2004 pour leur découverte, et ça veut dire qu'on a été sur la Lune avant de savoir comment on percevait les odeurs tous les jours. On a créé Internet avant de savoir comment on percevait les odeurs. Mais là, on en est juste aux gènes dans votre ADN, donc on ne connaît même pas la protéine en question. Pourquoi c'est important d'étudier les récepteurs olfactifs? C'est parce que nous sommes tous uniques sur notre répertoire de récepteurs olfactifs. C'est-à-dire que mes récepteurs olfactifs ne sont pas exactement les mêmes que vos récepteurs olfactifs. Et ça peut avoir une grosse influence sur comment vous percevez les odeurs. Il y a par exemple cet exemple de la molécule de l'androsténone, donc là c'est encore une grosse molécule odorante, et l'androsténone, son code combinatoire, c'est seulement un seul récepteur olfactif, donc c'est OR7D4, c'est les noms qu'on donne aux récepteurs olfactifs entre nous. Donc son code combinatoire, c'est facile, c'est juste un récepteur. Et ce récepteur, il y a des variants génétiques dans la population. Donc c'est à 2 positions de la protéine. Pour simplifier, j'appellerai les récepteurs RT-RT et WM. Et c'est les 2 variants qu'on trouve principalement dans la population. Et quand vous sentez cette molécule, vous pouvez avoir 3 types de réactions. Soit pour vous, ça va sentir la vanille ou le caoutchouc. J'ai pas mal cette description en ce moment. Soit ça ne va rien sentir du tout, vous croyez que je me fiche de vous et que je ne vous fais sentir rien du tout. Soit vous allez me dire que c'est horrible, que ça sent la sueur, l'urine, mais vraiment la sueur agressive. Et vous la détecterez très 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 fort. Et ça dépend complètement de quelle version du récepteur olfactif vous avez. Donc les gens qui auront les versions WM en 2 copies ne seront pas capables de sentir cette molécule. Les gens qui ont la 2 versions RT-RT seront capables de la sentir très fort et avec une très mauvaise odeur. Et les gens qui ont les 2 versions auront des perceptions entre la vanille et le caoutchouc. Bon, ça veut dire déjà, si je vous fais sentir quelque chose, je peux savoir une partie de votre ADN. Et ce qui est doublement intéressant sur cette molécule, c'est que c'est une phéromone du porc mâle, et que cette molécule, on la retrouve dans la viande de porc quand on ne castre pas le porcelet dans sa jeunesse. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que ces variants génétiques ne sont pas distribués de la même façon dans les pays. Donc en France, on est plutôt pas mal de RT-RT, et on est assez sensible à cette molécule, qui sent du coup très très mauvais pour nous. Et ça peut arriver qu'on cuisine de la viande de porc et qu'elle ait une très très mauvaise odeur, et que ce soit l'odeur de cette molécule. Donc en France, on a la tradition de castrer les porcelets avant d'en consommer la viande. Et en Angleterre, par contre, ils sont beaucoup plus de WM. Donc eux ont beaucoup moins la tradition de castrer les porcelets avant d'en consommer la viande. Et là vient la législation européenne qui veut faire des règles pour tout le monde, et qui interdit la castration des porcelets à juste titre, mécanique en tout cas. Et du coup, les industriels ont maintenant pour challenge de cacher la production l'odeur de cette molécule dans la viande de porc,
soit de trouver d'autres moyens de castrer les porcelets pour en consommer la viande. Donc là, on est passé d'une molécule chimique, d'un code combinatoire, de variants génétiques à des défis industriels et la législation européenne. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est important de comprendre comment on utilise ces récepteurs olfactifs pour sentir. Donc ça, c'est juste un des exemples. C'est vrai pour la coriandre, qui peut avoir une odeur de savon pour certaines personnes, pour les betteraves, qui peuvent avoir une odeur très très terreuse pour certaines personnes avec certains récepteurs olfactifs. Donc dans le futur de l'alimentation, pourquoi pas un jour, on pourrait faire de l'alimentation spécifique à votre génome pour être sûr que vous ne serez pas rebuté par un aliment. On utilise aussi l'olfaction pour d'autres communications qui sont parfois complètement inconscientes. Donc, par exemple, l'odeur des larmes. On a fait une étude sur l'effet de l'odeur des larmes sur le comportement de personnes. Comment on étudie ça? On demande à un groupe de femmes quel est le film qui les fait le plus pleurer. On les fait regarder ce film et on collecte les larmes pendant qu'elles sont en train de le regarder. Et donc c'est laborieux. Et donc on fait aussi passer des salines pour être sûr d'avoir un contrôle. Et la première réponse, c'est est-ce que les larmes ont une odeur? Et la réponse est non. Les larmes n'ont pas d'odeur. Ensuite, c'est connu chez les mammifères que les larmes peuvent avoir un effet de diminution de l'agressivité chez les souris, c'est assez bien caractérisé. Et on a voulu voir si c'était vrai chez les humains. Comment on mesure une agressivité? On utilise des choses très très énervantes, donc un jeu de type Monopoly et sur ordinateur. Donc ce jeu consiste à avoir une banque qui va augmenter, donc vous allez avoir de plus en plus de pièces, et vous êtes persuadé que vous jouez contre quelqu'un. Et tout d'un coup, vous allez perdre des sous et on va vous dire que c'est la personne d'en face qui vous a fait ça. Et vous avez deux types de réactions à ça. Soit c'est pas grave et vous continuez à jouer votre jeu, soit vous pouvez prendre une revanche en diminuant la cagnotte de votre adversaire, mais à aucun gain pour vous. C'est-à-dire que votre cagnotte ne sera pas touchée et vous n'aurez pas de gain à avoir cette revanche. Donc vengeance gratuite. Et on mesure donc le nombre de personnes qui ont ces types de réactions et on peut avoir un niveau d'agressivité. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que les personnes qui sentent la solution saline ont des niveaux d'agressivité beaucoup plus hauts que les personnes qui sont en train de sentir des larmes. Donc ça veut dire que peut-être on communique aussi entre nous avec les odeurs. Et nous, au laboratoire, on a testé ces larmes sur les récepteurs olfactifs en se demandant si c'était bien l'odeur des larmes qui était responsable de ça. Et on a effectivement trouvé 4 récepteurs olfactifs capables de répondre aux larmes, mais pas aux salines. Donc c'est possible que nous soyons aussi confrontés à des perceptions olfactives inconscientes qui peuvent avoir un effet sur notre comportement. Ces récepteurs olfactifs, à quoi ils ressemblent? Donc c'est un peu aussi l'enjeu de savoir à quoi ils ressemblent au niveau atomique. On n'oublie pas qu'on est des chimistes. Je vais y aller tout doucement et donc détailler un petit peu ce que c'est que la membrane. Donc la membrane, c'est une couche de lipides. Les récepteurs olfactifs, c'est une protéine qui est imbriquée dans cette couche. On va enlever un petit peu tout ça. On va regarder juste le récepteur olfactif. En fait, le récepteur olfactif, jusqu'à très très récemment, on n'avait aucune idée de à quoi ça ressemblait. Voilà. Donc, on sait qu'on était à peu près sûr que c'était ce type de protéine, donc avec une cavité pour les molécules odorantes juste ici, que c'était composé d'atomes, d'acides aminés, mais on n'avait aucune idée de sa structure expérimentale. Et l'année dernière, nous avons enfin publié la toute première structure de récepteur olfactif. Donc, je suis désolée, mais c'est une molécule de fromage, l'acide propionique. Ce n'est pas une molécule qui sent très très bon. Et quand le fromage émet cette molécule et que vous la sentez, nous, ce qui nous intéressait, c'est de vraiment savoir au niveau de l'atome quelle était la structure de récepteur liée à la molécule odorante. Et on y est arrivé. On a aujourd'hui la structure des récepteurs olfactifs. Pour l'obtenir, on utilise un microscope. Au lieu d'utiliser la lumière, on utilise les électrons qui permettent d'aller à des définitions beaucoup plus de l'ordre de l'angstrom. Et donc maintenant, on connaît la structure des récepteurs olfactifs liés aux molécules odorantes. Ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une implication dans votre vie olfactive, ça peut avoir une implication sur d'autres phénomènes, parce que les récepteurs olfactifs sont les 400 dans le nez, mais on trouve 1 ou 2 récepteurs olfactifs presque partout dans votre corps. Donc des récepteurs olfactifs, on en a dans le cerveau,
on en a dans les poumons, dans le rein, dans les muscles, dans beaucoup de types de cellules cancéreuses. On en a même dans les spermatozoïdes. Je vais juste raconter la petite histoire parce qu'elle est rigolote. Donc c'est le récepteur OR1D2 qui est dans les cellules de spermatozoïdes, et ce récepteur répond au bourgeonnal, qui est une molécule qui sent la fleur. Donc les scientifiques ont mis des spermatozoïdes dans un bain, ont mis une odeur de fleur d'un côté, et pouf, tous les spermatozoïdes ont commencé à nager vers cette odeur de fleur. Donc il y a eu l'histoire que les spermatozoïdes reconnaissaient les ovules qui émettaient des odeurs de fleurs, etc. Ce n'est pas le cas. Physiologiquement, ce n'est pas ce qui se passe. C'est un autre récepteur qui est impliqué dans la vraie chémotaxie lors de la fécondation. Mais c'est le type de comportement qu'on peut enclencher avec un récepteur olfactif en dehors du système olfactif. Donc aujourd'hui, la recherche sur les récepteurs olfactifs, ça intéresse bien sûr l'industrie de la parfumerie et de l'aromatique alimentaire, mais bizarrement, c'est en train aussi d'intéresser de plus en plus les pharmaceutiques pour trouver peut-être la fonction de ces récepteurs olfactifs dans ces organes et en faire une cible thérapeutique. Donc moi j'en ai fini là aujourd'hui. Donc je remercie bien sûr tous les laboratoires avec qui j'ai fait ces études, mon laboratoire à GIF sur Yvette, et puis les organismes qui financent cette recherche. Et je vous remercie vous pour votre attention. Merci beaucoup. J'ai aussi quatre courtes questions. Alors la première, c'est pourquoi les colorants alimentaires peuvent tromper notre cerveau sur le goût des aliments? Là, on n'est pas trop dans les odeurs, mais on n'en est pas loin. Pourquoi utilise-t-on énormément d'arômes et de produits chimiques ajoutés dans la nourriture? Associe-t-on une odeur à un souvenir tel que l'enfance? On est aux Madeleines de Proust. L'odorat influence-t-il l'humeur? Comment le vieillissement affecte-t-il la capacité à détecter et à apprécier les arômes alimentaires? Et la dernière question, et là vous avez répondu à la dernière question, tous les êtres vivants sentent-ils la même odeur? Non. Bien montré. Je vais peut-être vous demander de répéter certaines des questions. Alors la première, c'est pourquoi les colorants alimentaires peuvent tromper notre cerveau sur le goût des aliments? D'accord. En fait, pourquoi? C'est hyper intéressant. Parce que si je vous montre une photo d'arbre et que je vous dis c'est une chaussure, vous allez me dire pas du tout, c'est une photo d'arbre. Et par contre, je peux complètement vous tromper sur l'olfaction. Effectivement, il y a des études qui montrent que si on met un arôme de banane et qu'on met du rouge, tout le monde va croire que c'est de la fraise. Et ça, c'est parce qu'on est très peu habitué à se reposer sur notre sens de l'olfaction pour des choses importantes, de ce qu'on croit en tout cas. Et c'est principalement pour ça que les colorants ont un grand effet sur la manière dont on perçoit les goûts et les odeurs, tout comme le visuel en général de n'importe quel produit. Bon, il y a deux questions que je vais sauter parce que vous avez déjà répondu. Celle qui est intéressante, c'est associe-t-on une odeur à un souvenir tel que l'enfance? L'odorat influence-t-il l'humeur? Comment le vieillissement affecte-t-il la capacité à détecter et à apprécier les arômes alimentaires? Donc l'odorat, on l'a vu, c'est médié par des neurones qui sortent directement de votre cerveau. Il y a une liaison directe entre le neurone, le bout du neurone qui va détecter les molécules odorantes, et votre cerveau. C'est le seul sens qui fonctionne de cette façon. Donc il y a un accès privilégié pour l'olfaction dans votre cerveau, et c'est pour ça que la mémoire olfactive est particulièrement puissante. Il y a aussi le phénomène où, encore une fois, vu qu'on n'est pas très habitué à parler d'odeur, on va avoir tendance à essayer de se référer à des événements de notre vie pour les décrire, plutôt que des descriptifs comme on pourrait décrire une image. Voilà, une image, encore une fois, si je vous montre un arbre, vous n'allez pas essayer de vous mémorer la dernière fois que vous avez vu un arbre. Pour les odeurs, ça va être un réflexe quasiment tout de suite d'essayer de se remémorer dans quel contexte on a senti cette odeur. Notre performance olfactive, donc elle peut être perturbée par les maladies. Donc on a vu avec le Covid que le virus pouvait avoir un effet sur votre perception des odeurs. Les traumas crâniens aussi, on a vu que les neurones passaient dans des tout petits trous dans votre boîte crânienne. Donc vous imaginez que dans le cas de trauma où votre cerveau va bouger, les neurones dans ces parties vont être coupés et vous allez perdre votre olfaction. Ce qui est super, c'est que l'organe olfactif, c'est un peu notre queue de lézard, c'est-à-dire que nous sommes immortels. Il y a des cellules basales qui vont reconstituer l'épithélium olfactif toute votre vie. Donc c'est un mécanisme qui peut arriver tout le temps et qui s'enraye avec l'âge, comme tous les autres mécanismes de notre corps. Voilà. On va passer à d'autres questions. Moi, j'ai une question un peu différente.
c'est le mécanisme de la perception de l'odeur. Si on prend certains papillons de nuit qui ont des grandes antennes avec des... Eux, ils perçoivent les phéromones non pas avec les mêmes cellules que vous avez montré vous, les mêmes capteurs, mais par le changement de la vibration de ces cils qui transmettent le message à leur cerveau pour pouvoir trouver la femelle. Est-ce que dans l'être humain, on a des capteurs de ce type-là? Alors non, déjà, pour une raison qui reste à expliquer, les insectes ont développé leurs propres récepteurs. C'est des récepteurs complètement différents de nos récepteurs. Nous, on a ces récepteurs, donc je vous ai montré, il y a d'une protéine qui vient, ça ouvre des canaux, c'est un peu laborieux comme process. Les insectes ont développé un système où il y a 4 protéines, et un odorant va tout de suite ouvrir le canal ionique et engendrer la réponse. Donc ils utilisent vraiment un système complètement différent du nôtre, donc nous on ne peut pas. Mais même nous, par rapport aux mammifères, on a un organe qui sert aux mammifères à détecter les phéromones, que nous n'avons pas. Nous avons la version atrophiée de cet organe que nous n'utilisons plus aujourd'hui. Voilà. Donc tout ce qu'on entend sur le problème de l'attraction par les phéromones entre hommes et femmes, n'achetez pas ces produits, s'il vous plaît. Non, non, non. Les phéromones humaines, aujourd'hui, n'ont pas du tout été identifiées. La seule peut-être phéromone qui pourrait exister, ce serait la phéromone mère-nourrisson pour que le nourrisson trouve la source de lait. Ce sera a priori la seule qui sera identifiée dans les prochaines années. Ouais. Merci. Question dans la salle? Je vais juste compléter l'androsténone que j'ai montré, hein, donc la phéromone du porc qui sent soit la vanille, soit la sueur, soit rien du tout. C'est la molécule qui est dite comme étant la phéromone sexuelle de l'humain. Je vous laisse apprécier si vous avez une molécule qui sent la sueur et l'urine, à quel point celle-ci peut fonctionner. Donc, voilà. Alors j'ai vu des questions. Oui. C'est ici. J'ai appris à propos de la perception des couleurs, de la forte influence de la culture des personnes, et notamment de la langue maternelle, la première langue parlée. Est-ce que c'est la même chose pour la perception des odeurs? C'est absolument la même chose. Je dirais même que c'est presque plus puissant, parce que notre perception des odeurs déjà dépend beaucoup de la culture culinaire dans laquelle on vit, qui est extrêmement différente d'une culture à l'autre. Donc des odeurs de fromage qui peuvent peut-être nous ouvrir l'appétit vont dégoûter des populations asiatiques. Ça, c'est vraiment les exemples les plus communs. L'odeur très soufrée du durian, qui est un fruit asiatique qui pour nous sont extrêmement mauvais. Nous, on va l'apercevoir comme étant très mauvaise. Comme très mauvaise. Donc, ce qui est intéressant dans l'olfaction, c'est qu'il y a un aspect culturel qui est fort, mais qui est modifiable. C'est-à-dire que vous pouvez apprendre à aimer quelque chose. Et il y a cet aspect génétique qui fait que vous sentez quelque chose très très mauvais et qui fera en sorte que peut-être cette préférence-là sera plus conservée tout au long de votre vie. Voilà. Et on voit que ces aspects génétiques sont aussi dispersés de différentes façons dans les cultures, avec par exemple cet exemple des Français qui sentent cette molécule d'une façon et les Anglais qui la sentent d'une autre façon. Donc ça, c'est aussi des choses vraies sur des molécules par exemple qui sentent l'herbe coupée, où des populations en Afrique vont avoir tendance à être moins sensibles à l'odeur de cette herbe coupée parce qu'ils ont une version du récepteur qui est moins, qui répond moins à ce type de molécule. Voilà. D'autres questions? Oui, dans le même état d'esprit, les hindous bébés et jeunes enfants, on leur en fait tout sentir, on met tout sous le nez. Et je pense que eux, peut-être une banane rouge, ils diront pas que c'est de la fraise. Oui, il y a aussi, même en termes de vocabulaire, les vocabulaires occidentaux pour décrire les odeurs, on utilise tout ce qu'on peut parce qu'on n'a aucun vocabulaire pour décrire les odeurs. Donc on utilise bien sûr les odeurs, les termes qui est de potentielles sources de ces odeurs. Donc ça sent l'orange parce que nous, on a appris que ça venait des oranges, ces odeurs. On peut utiliser... du coup, c'est un mauvais exemple, mais des couleurs. On peut dire qu'une odeur est verte. On peut même utiliser des termes de géométrie. On va dire qu'une odeur est ronde. Donc on va vraiment aller pêcher un petit peu partout. Et par contre, il y a d'autres cultures qui ont vraiment développé un vocabulaire spécifique pour décrire les odeurs et qui ont du coup beaucoup plus de facilité à appréhender ces odeurs. Une dernière question? J'ai une question plus mécanistique, du coup sur la combinaison de molécules qui peuvent amener un changement dans la perception de l'odeur, voire même une annulation dans la perception de l'odeur. Est-ce que c'est lié à la compétition sur les mêmes récepteurs ou une combinaison de récepteurs qui donne un résultat différent? Alors, exactement, on ne sait pas. Je vais vous dire quelles sont les possibilités. Donc souvent, en général, les inhibiteurs d'odeur, c'est principalement des molécules qui vont aller piéger les odeurs dans vos produits que vous avez tous les jours. Après, au niveau des récepteurs,
On va juste réfléchir à ce que c'est qu'une mixture de molécules odorantes. On a vu qu'on avait 400 récepteurs, qu'on pouvait sentir 10 000 molécules à peu près, au moins. Vous imaginez que du coup, si je faisais un mélange de 100 molécules, tous mes récepteurs seraient tout le temps activés et en fait, tous sentiraient la même chose parce que dans notre vie, ce n'est seulement que des mixtures d'au moins une centaine de molécules. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des molécules qui vont aller inhiber la réponse de récepteurs à certaines autres molécules. C'est pour ça que les mixtures d'odeurs sont imprédictibles. Donc on va avoir une molécule qui va activer les récepteurs 1, 2, 3, et puis une autre 4, 5, 6. Et puis quand on les mélange, en fait, il y a une molécule qui va inhiber 2, et on va avoir un code combinatoire complètement différent. Donc c'est comme ça que pour faire un arôme de fraise, on mélange des molécules qui sentent l'herbe coupée, la vanille, le caramel, le surimi, l'ananas, et pouf, ça fait une fraise de façon complètement inexplicable. Donc c'est ces phénomènes justement de création de nouveaux codes combinatoires. Donc les molécules qui pourraient complètement inhiber les odeurs, ce seraient les molécules qui ne feraient que masquer, justement inhiber les récepteurs olfactifs, qui peut-être en activeraient d'autres, mais qui l'activation de ces récepteurs ne générerait pas effectivement de perception olfactive. Ça rejoint la saturation quand on respire de l'H2S à 15 ppm, et puis si on reste un peu trop longtemps, on ne le sent plus, c'est la même. Alors ça, c'est vrai avec toutes les odeurs, ça vient plus de comment est fait votre système, c'est-à-dire que les récepteurs olfactifs vont être activés par les molécules odorantes, et à un moment vont s'internaliser dans vos neurones et ne vont plus être disponibles pour détecter cette odeur. Donc c'est plus un phénomène d'internalisation vrai pour n'importe quelle molécule que spécifiquement pour des soufrés. Bien, merci. Merci à vous. Beaucoup.